Partons ensemble à la rencontre de Philippe et la découverte de son réseau issu de l'imagination de sa personnalité. On voit ça ensemble et c'est dans LF Modélisme, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui, on se retrouve tous ensemble pour partir à la rencontre de Philippe en Suisse. On va découvrir ensemble justement son univers à lui et son réseau, sa création, issue de son imagination personnelle qu'il appelle la Principauté de Zindelstein. C'est un réseau magnifique, merveilleux, qu'il a construit étape par étape. Justement, je ne vous en dis pas plus, on va à sa rencontre. Et d'ailleurs, Philippe, peux-tu te présenter et peux-tu nous dire justement comment est-ce que tu en es venu au modélisme ferroviaire? On t'écoute. Bonjour à tous, salut Loïc, merci pour cette invitation pour ce reportage à distance. Alors moi je m'appelle Philippe, j'ai 46 ans et j'habite en Suisse. La passion du modélisme, c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé construire, coller, peindre. D'abord, c'était les maquettes d'avions qu'on a bien connues de notre enfance, les petits soldats, les voitures, les bâtiments. J'en faisais aussi en bois, en pierre, en cailloux, en papier, en carton. Enfin voilà, tout ce qui me tombait sous la main. Et bien sûr, le modélisme ferroviaire me fascinait. J'aimais aussi le monde ferroviaire de l'extérieur. Donc le vrai monde ferroviaire. Alors que moi je viens pas du tout d'un milieu ferroviaire, hein. Mes parents ne travaillaient pas au chemin de fer, ni mes oncles, ni mes proches. Personne dans mon entourage n'était passionné ni du milieu des trains, ni du milieu du maquettisme en général. Donc j'ai vraiment été l'exception dans toute la famille au sens large à être mordu de construction, de maquettes, de monde miniature et de trains, voilà. Et à l'âge de 12 ans, eh bien, mon père m'a offert mon premier ovale de la marque Lima. C'était un train bas de gamme qu'il avait acheté dans un supermarché. Oui, c'était l'époque où on pouvait encore acheter des trains électriques dans les supermarchés. Une époque où les grandes enseignes avaient des stands de modélisme ferroviaire dignes des magasins professionnels de modélisme aujourd'hui. Voilà, c'était une autre époque. Et, voilà. Et moi, depuis cet ovale de train, je n'ai pas arrêté jusqu'à aujourd'hui à faire maquette sur maquette, qui ont évolué en fonction bien sûr de mes déménagements, de ma vie professionnelle, de ma vie familiale. C'est sûr que des réseaux, j'ai dû en détruire, j'ai dû en sacrifier, j'ai dû en recommencer. Trouver l'équilibre entre toujours ces trois points du modélisme ferroviaire qui sont le temps, la place et les finances. Voilà, mais c'est une passion qui me dévore et je peux pas passer un jour sans penser à ce que je vais construire, à ce que je vais mettre en place, à ce que je vais développer, même si j'ai pas forcément le temps de mettre toujours tout ça en œuvre, c'est tout le temps dans ma tête. Voilà. Merci Philippe pour cette présentation. Peux-tu nous dire maintenant quelle échelle pratiques-tu justement et sur le réseau que tu vas nous parler de ta création justement, peux-tu nous raconter l'histoire de ce réseau? C'est le tien, c'est ton histoire, ton imagination. On t'écoute. Alors moi je pratique le HO depuis toujours. Comme je l'ai dit au début, j'ai commencé avec la marque Lima en 2 rails continus. Jusqu'à mes 20 ans, eh bien, j'ai fait du Lima, du Jouef, bas de gamme, un petit peu de Rocco. Et puis quand j'ai eu mon autonomie professionnelle, financière, eh bien, je suis passé aux 3 rails alternatifs, Marklin, et depuis j'ai toujours pratiqué la marque Marklin. J'ai opté pour la voie C de Marklin, hein. Je pense que vous voyez toute laquelle on parle, hein. Vous la voyez sur le réseau, cette voie assez disgracieuse mais très robuste, très jouet. Alors pourquoi? Parce que elle a été pour moi, c'était pour moi fantastique, c'était qu'elle est facile à mettre en œuvre. Et comme j'étais jamais stable au niveau professionnel, familial, j'ai toujours dû déménager, eh bien cette voie avait l'avantage d'être facile à récupérer quand on démontait un réseau, quand on détruisait un réseau, facile à remettre en place pour de nouveaux projets. Voilà, un vrai jouet qu'on clique, qu'on met ensemble, qu'on récupère avec très peu de dégâts, très peu de pertes, des gains de temps évidemment. Et voilà, donc je me suis vraiment attaché à cette voie, à ce système de voie. Et même maintenant aujourd'hui où je suis sédentarisé, que si tout va bien, normalement l'emplacement réservé à ma maquette ne devrait plus changer, eh bien je suis resté
attaché à cette forme, à ce matériau, à ces pièces qu'on clique, qu'on déclipe, qu'on stocke dans des petites boîtes. Voilà, tout l'univers de la voicée, c'est resté quelque chose pour moi. J'aime cet objet en tant que tel, même si évidemment, alors il n'est pas du tout réaliste et puriste, hein, au sens du purisme du bonisme ferroviaire. Après, j'ai vu on voit sur les réseaux sociaux qu'il y a un magnifique travail de patinage qui se fait de la voicée, et il y a des gens qui arrivent à la rendre vraiment très très belle. Mais moi, je la laisse brute, hein, telle qu'elle, vraiment dans son aspect jouet, et voilà, ça fait partie de mon univers. Alors, ai-je un réseau? Bien oui, voilà, vous le voyez d'ailleurs, voilà mon réseau. Eh bien, c'est mon 10e réseau, puisque voilà, depuis l'âge de 12 ans, effectivement, j'ai dû faire plusieurs réseaux que j'ai détruits, démontés, reconstruits, déplacés, selon les situations, selon l'emplacement à disposition. Celle-ci, la 10e, eh ben, c'est la plus aboutie. Et surtout, depuis 8 ans maintenant, je suis propriétaire et elle a son espace qui lui est dédié. À peu près environ 30 mètres carrés pour elle dans l'attique, et normalement elle ne devrait plus être déménagée, déplacée, hein, on espère. Détruite, ça on ne sait pas, puisque peut-être que j'en referai une autre, hein, ça on ne sait pas, mais voilà, pour l'instant c'est la plus aboutie. Et bien je vais vous présenter ce réseau. Alors donc mon 10e réseau, alors il a une particularité, c'est qu'il a été construit de façon empirique. C'est-à-dire que quand j'ai acheté ma maison, que j'ai vu la place que j'avais à disposition, eh bien j'avais réglé un des fameux 3 points, hein, qui sont temps, espace et finance. J'avais réglé le problème de l'espace, mais restait quand même toujours le problème de la finance et du temps. Et jusqu'à ce jour-là, j'avais toujours pratiqué des petits réseaux, puisque j'avais toujours été en appartement. Et là, tout d'un coup, j'avais un grand espace à disposition, mais pas l'expérience d'un grand réseau, des limites quand même au niveau du temps et de la finance, et l'envie d'avoir rapidement quelque chose. Alors, au lieu de faire une planification à moyen terme, long terme, qui m'aurait permis d'optimiser toutes les possibilités d'un espace comme ça pour faire un réseau qui serait peut-être plus réaliste au niveau de la mise en place du tracé des voies, eh bien, je me suis précipité et j'ai fait quelque chose d'assez petit dans l'espace à disposition. Du coup, la maquette est devenue empirique parce que finalement, c'est allé plus vite que je pensais. Le résultat a été super. Et puis globalement j'arrivais à suivre avec ce que j'avais besoin comme matériel, ce que j'avais besoin comme achat, et puis le temps, bon ben voilà, passant mes soirées voire mes nuits à faire ça, après le travail, finalement ça avançait bien plus vite que je pensais, mais du coup je voulais pas tout redétruire ce qui était déjà fait, alors des bouts se sont rajoutés de toutes parts, des collines ont poussé, donc des niveaux ont été rajoutés, des boucles ont été rajoutées, des gares en cul-de-sac ont été rajoutées, ce qui donne un réseau assez hétéroclite. Alors j'ai veillé à tenir une harmonie dans cette évolution-là, c'était un peu tout le challenge, garder une harmonie. Et alors évidemment, par contre, il est totalement irréaliste, il ne correspond en rien à une représentation réelle de circulation ferroviaire, hein. Les quais de gare, pour les plus longs, correspondent à 120 mètres, alors que dans la réalité, il en faudrait entre 350 et 500 mètres. La disposition des gares est irréelle, les divers embranchements industriels aussi. Voilà. Par contre, alors, il a un côté ludique, alors à 100%, c'est ce qui me plaît. C'est-à-dire que la disposition, le nombre d'embranchements, le nombre de gares permet de vraiment jouer, de beaucoup jouer. Alors bien sûr, je redis, il faut faire abstraction de la signalisation, des distances, mais ça permet beaucoup de jeux. Il est basé en plus sur un principe de 2 réseaux distincts en os, donc une double voie en os et une voie unique en os, les deux qui sont reliés par un nœud ferroviaire, donc on peut passer d'un réseau à l'autre, ce qui permet de faire fonctionner par exemple 3 trains en autonomie totale, c'est-à-dire sans ponton, sans surveillance. Grâce à ces 2 réseaux distincts en os, eh bien, les trains tournent tout seuls sans jamais se rencontrer. Et sur ces 2 réseaux distincts, toute une série d'embranchements, soit industriels,
soient des petites gares, hein, vraiment des petites gares, ce qui permet d'avoir un jeu, d'aller d'un endroit à un autre. Ces gares sont toutes en cul-de-sac, hein, donc ça permet de stocker pas mal de trains, ça impose des manœuvres, et on peut même faire un horaire, et même avec la disposition, on peut faire une gare de transit, enfin une gare de transit, c'est-à-dire pour aller d'une à l'autre, on doit passer par une autre, donc ça crée vraiment du jeu, il y a vraiment une possibilité de jeu. Alors ça, de ce côté-là, c'est vraiment réussi, c'est vraiment ludique, et le décor quand même assez harmonieux. Voilà, alors je pense que vous allez voir dans les différentes images que j'ai envoyées aussi à Loïc, vous allez pouvoir voir la maquette. Il y en a aussi une de nuit, vous pourrez faire un tour sur la maquette de nuit qui s'illumine. Voilà, que dire d'autre par rapport à elle? Il y a une partie qui est en cours maintenant de construction, de nouveau empirique, un bout qui s'est rajouté sur tous les autres bouts, hein, ce qui fait qu'elle a une forme d'ailleurs qui c'est entre le E, le U et le Z, hein, vous voyez là, j'ai au milieu de la maquette. Voilà. Ah oui, et puis l'autre chose très importante, bien sûr, la clé de tout ça, c'est que cette maquette représente un monde imaginaire qui est la principauté de Sindelstein. À l'âge de 12 ans, quand j'ai eu mon premier ovale de train, j'ai reçu avec une maquette de la marque Faller qui s'appelait Sindelstein à l'époque, et depuis cette maquette m'a permis de décliner tous mes autres projets sur Sindelstein. Donc j'ai inventé une principauté imaginaire qui me sert d'alibi à mes maquettes, ce qui me permet de faire des réalisations farfelu, tout en étant quand même assez strict sur le respect des échelles, bien sûr, des décors, la précision, quelque chose de joli, mais en même temps dans un univers qui représente quelque chose qui vient d'un imaginaire d'ailleurs. Ce qui me permet d'accepter par exemple la mise en place de la voie C, qui pourrait être disgracieuse par rapport au reste du décor, et qui me permet aussi d'accepter que j'ai des quais de gare assez courts, que j'ai des rames très courtes qui roulent, la même chose pour les marchandises. Le fait de me dire que c'est de toute manière un décor qui représente quelque chose de fantasmagorique, d'imaginaire, ça fait passer la pilule des manquements au niveau du purisme modéliste. Alors là, je vais faire un survol de la maquette pour se donner une idée par rapport à l'explication. Alors j'espère que ce sera assez joli, le rendu évidemment pas pareil de celui à l'œil ou de plans, de gros plans. Donc là on voit vraiment, quand je parle de maquette empirique par exemple, là on voit vraiment un module, un bout qui s'est rajouté après coup. La colline qui était prévue de base. Ici, on voit le nœud ferroviaire dont je parlais, qui permet la connexion entre la double ligne en os et la voie unique qui est aussi en os. Donc, elle a deux boucles de retournement. Une boucle dans cette montagne. On voit d'ailleurs le train qui monte sur cette voie unique. Il passe à travers la maquette, monte la colline au fond. On va le voir passer, voilà. Et après, il va, sur cette longue ligne droite, rejoindre sa boucle de retournement dans cette colline. Une colline qui permet aussi la jonction à la gare. Et là, on a donc la double voie qui, elle, passe sous la ville, qui va retourner sous la colline derrière et qui va s'enfiler
qui va s'enfiler dessous pour partir dans les voies cachées. Alors on va voir là le train qui remonte des voies cachées. Donc là c'est la double ligne en os et ces voies cachées conduisent à une gare cachée qui permet de ranger 8 trains et une 9e voie d'évitement avec un contrôle caméra des voies de rangement. Et comme je disais, le long de ces deux lignes, il y a des embranchements techniques comme les dépôts industriels et passagers qui offrent énormément de possibilités de jeu, et on voit indépendamment de la circulation des trains sur la double ligne ou sur la voie unique. Là, on voit passer les trains et on se rend compte qu'on peut très bien effectuer des manœuvres ici en gare entre le dépôt, l'embranchement container. On a une voie ici d'évitement de la voie principale qui permet aussi encore des manœuvres, des stockages de trains derrière la colline. De nouveau ici un embranchement sur la double ligne. Et là, nous avons caché dans la colline une gare. Une gare de passage et un dépôt pour le train historique. Nous avons ici le train à vapeur avec son dépôt. Précision que mon réseau ne présente que des trains diesel et des trains à vapeur puisqu'il n'y a pas de caténaire, donc pas de train électrique, pas de pantographe. Et ici le pont qui relie à la dernière partie que j'ai ajoutée avec des embranchements industriels, une gare souterraine en construction. Voilà. Donc de nouveau, hein, le fameux concept empirique, je rajoute chaque fois des bouts. Et là, il y a une falaise, hein, puisque normalement, on est au bord de la mer, qui est évidemment pas du tout terminée. Donc voilà, et le tout, c'est de créer quand même une harmonie entre tous ces bouts et toutes ces pièces. Voilà, je recule pour essayer de se rendre compte. Voilà.
Quelle belle inspiration, quelle belle explication et quel talent de pouvoir penser et d'imaginer tout ceci concernant un réseau et tout son environnement. La principauté donc de Zinzolshan dure donc dans la construction depuis longtemps avec de belles choses et de belles promesses en ce moment et dans son devenir. Mais justement, quelle est ta spécialité à toi justement dans matière de modélisme ferroviaire? Peux-tu nous parler un petit peu de ce que tu préfères toi réaliser, s'il te plaît? Bien moi, ce que j'adore dans le modélisme ferroviaire, c'est que c'est sans limite au niveau des possibilités de réalisation, au niveau des connaissances techniques. Tout est possible, on peut explorer tous les domaines, on peut faire de l'électricité, on peut faire de la technique, on peut faire du numérique, on peut faire du maquettisme, on peut faire de la peinture, on peut faire de la collection, on peut faire du plâtre, du bricolage, enfin c'est sans fin, c'est vraiment sans fin. Travailler en 2D, en 3D, vraiment c'est sans fin. Alors ça c'est ce que j'aime pouvoir toucher toutes ces choses, toutes ces parties. C'est là aussi où les talents des uns et des autres peuvent prendre toute leur ampleur dans un domaine, dans une technique. Alors certains ils ont la chance d'exceller dans tous les domaines du modélisme ferroviaire, d'autres c'est dans certains. Et ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux, on peut partager nos connaissances les uns les autres. Et ça rend encore plus excitant cette passion avec toutes ces possibilités. Alors oui, alors moi c'est ça que j'aime. Maintenant évidemment il y a des domaines de prédilection qui me tiennent vraiment à cœur. Alors c'est clair que moi c'est vraiment la construction, clairement. Hein. J'aime construire, j'aime réaliser, j'aime modeler mon décor, essentiellement urbain, mais même les paysages. Là vous voyez en arrière-plan un bâtiment que j'ai réalisé de toutes pièces moi-même, en bois, en carton. Les décors Lagarde, c'est un hybride entre du kit et des choses que j'ai réalisées moi-même. Donc moi j'aime ça, c'est clair. Poser des sols, faire des reliefs, construire. Voilà. Moi je pourrais construire indéfiniment. Si je pouvais, comme Michelangelo, m'enfermer pendant des mois et des mois pour faire sa peinture et moi pour faire ma maquette non-stop, enfin je ferais ça non-stop, construire, coller, couper, monter, dessiner, créer, coller. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que j'aime le plus par-dessus tout. Et ensuite c'est le plaisir de jouer. Alors moi j'aime vraiment jouer. D'ailleurs mon réseau est vraiment, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, il est vraiment fait, réalisé de façon à ce qu'on puisse jouer. C'est-à-dire il est vraiment fait pour faire de la manœuvre, pour faire des compositions de train, pour va et venir avec. Il offre pas tellement la possibilité de faire rouler tout plein de trains en même temps. On est assis, on laisse regarder. Non, il est vraiment plutôt fait pour je joue avec un train et je le fais évoluer d'un point A, d'un point B, avec les différents intermédiaires sur son parcours. Donc moi j'aime jouer, c'est vrai, j'aime voir rouler ses wagons, ses locomotives, etc. Voilà, ça c'est vraiment mes domaines de prédilection, c'est la construction, la création, l'élaboration, et puis après le jeu. Voilà, ça c'est ce que j'aime. Et là, toujours dans le cadre de la présentation de ma maquette, cette dernière illuminée de nuit. Alors passage rapide.
Philippe, malgré tout ça, malgré ta réalisation, malgré tout ce temps qui t'est occupé justement sur ton réseau, sur ta principauté donc de Ziedelstein, as-tu des projets qui même à court terme sur celui-ci et voire même à long terme? Est-ce que tu peux nous en parler justement? Alors bon, bah moi je dois continuer celui qui est en cours. Comme j'ai expliqué, il est empirique, il est fait de bouts qui se rajoutent. Alors il y a un bout actuellement qui est en pleine construction, avec de nouveau une petite gare en cul-de-sac, des embranchements industriels. Donc là, je suis bien occupé, hein, entre la création des décors, voilà. Et puis tout le reste, c'est jamais fini. On sait, une maquette, c'est jamais fini, entre l'entretien, les ajouts par-ci, les ajouts par-là. Donc pour l'instant, je pense que je vais me concentrer sur ce qui est. Après, voilà, c'est pas impossible dans un futur lointain. Je refonde pas toute la maquette pour justement faire un projet plus abouti de l'utilisation de l'espace que j'ai, hein. Mais alors ça, c'est vraiment de la musique d'avenir, hein. C'est vraiment, faut vraiment que j'ai beaucoup de temps là. Il faut vraiment beaucoup de temps. Il faudrait être à la retraite, plus d'enfants, enfin plus rien à faire, quoi, pour tout refaire, quoi. Donc là, voilà, je suis bien occupé, donc continue à ce qu'on a. Peut-être, oui, alors peut-être la chose qui pourrait, qui est quand même dans ma tête, j'empiète déjà sur la prochaine question, mais c'est par contre la question de l'automatisation. Donc là, c'est vraiment le point, c'est le point où je suis faible, où je suis pas fort, je dirais même qui me passionne pas, enfin en tout cas j'y mets pas de temps et d'énergie, c'est tout ce qui est la question électronique, numérique, du contrôle des trains. Alors là, oui, il y aura quand même une réflexion à faire, peut-être d'avoir un minimum d'automatisation ou de modernisation du système d'exploitation. Nächste Halt, Nordhorn. Ausstieg in Fahrtrichtung links.
Philippe, une question que je pose souvent donc justement à toutes les personnes à qui je fais un reportage. L'analogique, le digital, les nouvelles technologies au jour d'aujourd'hui, qu'en penses-tu? Justement, donc, toi, tu nous en as parlé sur ton réseau, mais justement, qu'est-ce que tu en penses, toi, au jour d'aujourd'hui, de toutes ces technologies digitales? Parle-nous-en et justement, essaye de nous faire justement un petit condensé de ce que tu pourrais nous expliquer en matière de digital. Alors moi, mon réseau, il est un mix entre le digital et le numérique. Quand je suis passé du 2 rails continu au 3 rails alternatif de Marklin, je suis immédiatement passé au digital. Alors c'était le digital il y a 26 ans, hein, c'était beaucoup plus basique qu'aujourd'hui, mais j'ai suivi l'évolution, j'ai suivi les mises à jour. Donc aujourd'hui, tout mon matériel roulant est équipé de décodeurs récents avec toutes les fonctionnalités. Donc toutes mes locomotives ont le son par exemple, les commandes différentes d'éclairage, enfin, etc. Alors évidemment c'est un coût, hein, mais c'est un luxe que je me suis offert. Par contre j'ai pas suivi ce luxe pour les accessoires, c'est-à-dire que ma signalisation elle est toujours en analogique et je passerai pas en numérique avant longtemps, hein, c'est hors de prix. Et mes commandes d'aiguillage, alors petit à petit elles passent en numérique, hein, mais vraiment petit à petit parce que aussi c'est un coût très fort. Alors bien sûr moi je vous dis un coût très fort en Marklin, hein, puisque comme je vous l'ai dit avant, moi c'est pas mon domaine, la numérisation, l'automatisation, c'est pas un domaine que je maîtrise, c'est pas celui dans lequel je mets volontiers du temps, ce qui fait que je suis un peu tributaire des marques et de leur catalogue. Et là, c'est vrai que là, c'est un coût vraiment important. C'est un coût vraiment important. Alors aussi, on est OK de mettre des sommes dans nos wagons et nos locomotives qui sont des beaux objets. C'est plus difficile en soi de comprendre mettre des sommes pareilles dans des boîtiers avec des composants électroniques. C'est un peu plus difficile à faire. Alors voilà, mais bon, petit à petit, je fais pour les aiguillages et ils se digitalisent. Bientôt, ils le seront tous. Pour la commande de tous, alors donc mon train se commande à vue, hein, donc là vous l'aviez donc imaginé, il se commande à vue et avec 4 petites commandes numériques qu'on appelle des MS, hein, des mobiles stations. Alors j'ai les mobiles stations 2, donc j'ai suivi l'évolution des mobiles stations. Voilà. Alors elles ont un grand avantage, c'est qu'elles sont à un prix très abordable, hein. Chez nous en Suisse elles sont autour des 90 francs. J'en ai 4, ce qui permet de pouvoir jouer 4 personnes sur le réseau. Elles sont à des points différents du réseau. Comme mon réseau a une forme un peu biscornue, ça permet d'être au point névralgique, de voir de tout près évoluer des trains sur les embranchements techniques, industriels, les gares passagers. Voilà, il n'y a pas vraiment on n'est pas limité dans le nombre de locomotives, comme il y a aussi une possibilité d'enregistrer locomotives sur des cartes à puce qui sont lisibles par ces commandes. Au niveau des accessoires, il y en a plus d'une centaine possibles en commande, donc on n'est pas limité. Donc voilà. Après, il faut savoir qu'il existe une centrale station de Marklin, il y en a eu plusieurs, hein. C'est alors pas le but là de vous expliquer les offres de la gamme Marklin, juste dire que voilà, il existe une commande qui offre alors là toutes les possibilités imaginables au niveau de la gestion des trains, mais à un coût énorme, hein, entre 700 et 1000 francs suisses chez nous, donc je pense autour des 900 € chez vous en France. Alors pour moi, c'est pas vis-à-vis de la famille, d'un budget familial, c'est pas concevable d'investir une telle somme dans un ordinateur qui se cantonne uniquement à la gestion de mon train électrique. Puis maintenant, c'est une question de passion, hein. C'est un domaine qui va être peut-être le domaine de prédilection de gens qui va les passionner et qui vont développer effectivement la gestion, l'automatisation, que ce soit en analogique, électronique de façon générale et numérique. Alors c'est clair, voilà, c'est clair. Moi, c'est vrai que je suis un primitif là-dedans, hein. J'utilise ce qui est proposé dans le catalogue de Marklin, je jongle un peu avec les prix et puis je conduis à vue comme un enfant qui joue sur son réseau. Voilà. Mais par contre, je suis fasciné par ce qu'on peut voir et les réalisations techniques qui sont faites et je comprends que ça peut nous passionner. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est peut-être quand même quelque chose à l'avenir que je devrais un petit peu gratter. Voilà. Avec un tel réseau, justement, comme tu dis, empirique, vu sa construction et tout donc cet univers imaginaire qui est le fruit donc de ton imagination, quel conseil donnerais-tu à un jeune modéliste ou autre qui voudrait se lancer justement dans le modélisme ferroviaire pour un tel ouvrage ou à un sujet, peut-être un réseau plus simple, mais justement, quel conseil lui donnerais-tu?
Alors moi, c'est pas tellement un conseil que j'aurais à donner, c'est plutôt un espoir que j'ai à transmettre. C'est un espoir, c'est qu'il y ait une relève. Alors on voit que le modélisme ferroviaire a repris un peu de la vigueur et je l'espère. Il faut qu'il prenne de la vigueur, il faut que ça continue, il faut pas que ça s'arrête, il faut que les jeunes nous rejoignent. Je trouve génial, avec l'émergence des réseaux sociaux, ça a redonné un coup de vie, je trouve, à notre passion. Ça l'a rendue plus ouverte, on peut partager les photos de nos maquettes, partager les films, on peut partager nos techniques, nos conseils. Ça redonne un petit coup de fraîcheur là-dedans. Moi, j'ai pas connu ça quand j'étais petit, soit on était dans des clubs, c'était quand même, paradoxalement, il y avait plus de modélisme ferroviaire, mais je trouve qu'on était plus fermé dans la pratique de ça. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a une espèce d'ouverture comme ça, une espèce de fraîcheur qui est amenée par le monde d'Internet, par la jeunesse d'aujourd'hui. Alors mon espoir, c'est qu'ils nous rejoignent, qu'ils viennent. C'est plutôt ça. Et mon conseil, c'est pas tellement au nouveau. J'aurais pas la prétention de vous conseiller. De toute manière, c'est tellement vaste. On pourrait plutôt répondre à des questions précises. Mais mon conseil, il va plutôt aux gens de ma génération, à moi, aux anciens, aux durs de dur du modélisme ferroviaire, quel que soit leur niveau de pratique, c'est d'être, soyons ouverts au nouveau, soyons attentifs. Faisons un peu la pub, soyons accueillants, soyons souriants et c'est là que je donne le conseil, quoi. Soyons là pour les nouveaux et pour pouvoir répondre de façon précise à leurs questions, à leurs attentes. Voilà. Et aux nouveaux, venez, quoi. Venez, c'est un univers extraordinaire et fantastique. Voilà. Et aux parents, eh bien, donnez les moyens à vos enfants, dans la mesure du possible, donnez-leur les moyens de pratiquer cette passion qui, à mon avis, qui a failli quand même, qui n'est pas passé loin de trépasser, mais qui, je pense, a des bonnes chances de repartir. Philippe, allez, ça en est bientôt fini de l'interview, mais avant de se quitter, je voudrais te poser une petite question. C'est ta minute à toi et tu peux développer le sujet que tu as envie, tu peux nous parler de modélisme ou autre, ce qui te tient à cœur à toi, justement. Allez, parle-nous-en, on t'écoute. Alors pour la dernière question, donc je te remercie d'abord Loïc encore de m'avoir invité, faire cette présentation. Je dois dire que c'est pas forcément évident de se filmer tout seul, avec un simple téléphone, de trouver les points de vue. On a le sentiment qu'on est un peu ridicule, voilà, on a peur que ce soit hyper monotone. C'est pas le travail d'un journaliste ou d'un monteur professionnel qui va rendre tout ça un peu plus dynamique. Donc c'était un challenge, ta proposition c'était un challenge. J'espère qu'elle sera à la hauteur, j'espère que ça vous aura plu à tous, que ce que j'aurais dit aura pu être utile sans être non plus trop tiré en longueur. Vous pouvez vous rendre compte un peu de la maquette. J'ai essayé plusieurs prises de vue. J'ai essayé, quand je présentais la maquette, j'ai fait une où en même temps que je parle, je filme la maquette. Enfin voilà, je ne sais pas trop ce qui était le meilleur. Finalement, j'ai envoyé à Loïc les choses comme les choses où plutôt je suis en plan fixe. Et je pense que lui, au montage, va mixer avec les images de la maquette. Et donc pour la minute à moi aussi, ce que je veux dire, c'est mon lien intime, parce que j'ai un lien intime très particulier entre cette principauté de Zindolstein et ma maquette. En fait, ce sont deux univers qui ont trouvé un terrain d'entente, parce que cette principauté, c'est mon monde imaginaire, c'est quelque chose, c'est un travail aussi qui a été mon travail dans mes études universitaires, qui a été le sujet de travail de mémoire, de diplôme, etc. Donc c'est quelque chose de très important pour moi, c'est un travail très abouti qui a plus d'une trentaine d'années. Vous pouvez retrouver d'ailleurs sur internet les références et autres, et qui a trouvé une expression dans le modélisme ferroviaire. Donc c'est ces deux passions qui se sont mis ensemble, et voilà, pour moi c'est très important de dire ça, c'est que tout d'un coup construire des maquettes, construire des décors et implanter un train là-dedans, c'était un moyen de donner une dimension matérielle 3D à cette principauté imaginaire. Donc l'un et l'autre ont évolué ensemble, les maquettes étant toujours des représentations bien sûr utopistes, fantasmagoriques de ce monde imaginaire, mais étant des représentations de ce monde-là, et ce monde-là donnant la source d'inspiration à mes maquettes où on se disait, là on va mettre un embranchement parce qu'on veut une usine de ça, et puis là on va faire une gare parce que les gens doivent aller de tel quartier à tel quartier. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que je voulais dire dans ma minute, c'est que
c'est que ma passion est le fruit de deux passions, quoi, voilà, d'un monde imaginaire créé de toutes pièces, pour lequel je produis des objets, des sites internet, et ma passion de la maquette, de la construction et du modélisme ferroviaire en général, les deux, voilà, se sont fusionnés pour donner cette maquette de train, ces maquettes de train, parce qu'il y en a eu plusieurs et il y en aura d'autres qui sont assez atypiques, puisqu'elles ne sont pas représentatives de l'univers ferroviaire tel quel, hein, comme je vous l'ai dit, pas de signalisation ferroviaire correcte, pas des rames correctes, et qui en même temps est la représentation d'un pays qui n'existe pas, d'un imaginaire. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'avais envie de partager, et de dire que c'est vraiment quelque chose sans lequel je ne pourrais pas vivre, quoi. Si on m'interdisait de créer, de construire de ma tête à la réalisation matérielle, pour moi, la vie ne serait pas très intéressante, quoi. C'est vraiment ça. Et le modélisme ferroviaire, par toutes ses facettes, m'a offert la possibilité d'exprimer ce besoin de construire, de créer. Alors voilà. Alors merci à vous tous, merci de m'avoir écouté, encore merci Loïc, et puis je me réjouis de voir les travaux des autres, nos évolutions, et puis longue vie à nos trains. Vous l'aurez compris, Philippe est heureux justement de la principauté de Zindelsheim, un réseau imaginaire de sa propre personnalité. C'est un quartier justement de sa principauté de Zindelsheim. C'est le fruit de son imagination et je trouve ça vraiment superbe. Bravo à toi, je te remercie d'avoir participé à cette interview pour LF Modélisme. J'espère que tout le monde aura apprécié. N'hésitez pas à poser des questions à Philippe sur la page, il se fera un plaisir de vous y répondre. Je vous y répondrai également. En tout cas, ne quittez pas parce que tout de suite après le jingle, on ira faire un tour à bord du Zindelsheim Express, le tour avec caméra embarquée. C'est le tour de la principauté de Zindelsheim du réseau imaginé par Philippe. Attention, c'est parti, on embarque tous à bord du Zindelsheim Express. À ciao, à plus, ciao ciao, profitez bien.
Ok. On va essayer de bien le dire. Zindelstein. Allez, Zindelstein, Zindelstein, Zindelstein. Allez, c'est bon, c'est là. Allez. 2. Sa propre personnalité. Aïe, non, c'est pas bien. Non, non. J'aime pas. J'aime pas.